Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la septième illusion où aujourd'hui votre hôte Jules Melon est accompagné pour la première fois, en ce qui me concerne en tout cas, du Tenenbaum, notre dernière recrue. Comment vas-tu, cher ami? Salut, salut. Eh ben, écoute, ça va très bien. Puis je suis vraiment content, premier duo avec toi pour un film en plus où il y aura des choses à dire. Donc ça va être plutôt intéressant. C'est très très riche forcément puisqu'il s'agit d'un Julia Ducournau. Donc déjà ça divise fatalement, ça a été présenté à Cannes et à l'époque les retours étaient mitigés. Troisième long métrage de la réalisatrice, après Grave et Titane, elle s'attaque aujourd'hui donc à dans une continuité thématique, mais pas que, à autre chose aussi, à Alpha. Alpha, c'est le nom d'ailleurs de la fille, ici interprétée par Melissa Boros. La mère est jouée par Golshifteh Farahani, l'oncle Amin, frère de la mère, donc interprété par un Tahar j'allais dire méconnaissable, non, mais qui a beaucoup bossé son physique. De toute façon, le cinéma de Julia Ducournau est très axé sur le physique et sur le corps, encore plus ici, toujours autant, de toute façon. Et dans des rôles secondaires, nous avons Emma McKay avec une perruque, qui joue une infirmière, on en rigolait en off. Finnegan Oldfield qui joue un professeur d'anglais, ce qui nous rappelle qu'il est à moitié anglophone, le monsieur. Ouais, il Voilà. embrasse ses origines. Tout à fait. Ah bah tiens, c'est un film qui embrasse ses origines aussi, on y reviendra. Oui. Jean-Charles Cliché en prof de sport, moi, ça m'a fait marrer de le voir là. Et petit coucou du professeur Rollin, du roi Lot, dans le rôle d'un principal. Bon, c'est plus pour l'anecdote. On sent que Ducournau, elle a voulu l'avoir dans son film parce elle aime le monsieur. Ça, quoi. Et c'est bien. C'est bien. Et pour un film qui, alors, n'est pas vraiment un film d'horreur, on va débunker un peu l'idée. Alors, il y a une horreur psychologique quand même, parce que le genre horrifique au sens large peut couvrir beaucoup d'émotions et de sensations. On est plus dans une sorte de drame ici, à la lisière, j'allais dire, de la science-fiction, du fantastique, du surnaturel, peut-être évidemment sur un point précis, mais drame familial sur l'histoire, on va simplifier, d'une mère qui élève sa fille seule. Déjà, elle est médecin, la maman. Il y a une pandémie d'un virus qui circule, ce qui vous rappellera malheureusement certains souvenirs. Et un beau jour, la famille semble accueillir donc l'oncle malade qui s'appelle Amine, qui est, on va dire, très accro à la drogue, mais qui va pas bien du tout, mentalement et physiquement. Et on voit dès le début que cet oncle, la fille Alpha, l'a vu quand elle avait 5 ans. Là maintenant, elle en a 13. Et du coup, comment la mère et la fille vont vivre avec cet oncle qui est complètement au bout de sa vie, dans tous les sens du terme, dans un monde qui s'arrête avec ce virus, enfin, un monde qui s'enferme sur lui surtout. On reviendra sur l'idée du rejet, de la peur, et d'un monde qui a basculé autrement, avec une ambiance très années 80, donc ça pourrait se passer dans les années 80, quelque part en France, on ne sait pas trop, et avec une allégorie évidente avec ce qui a pu se passer dans les années 80, c'est-à-dire la peur et d'une nouvelle maladie à l'époque, le sida, et avec des échos récents au Covid. Mais derrière, évidemment, comment on va se construire ou se déconstruire ce cercle familial au fur et à mesure que l'atmosphère va s'assombrir. Dans un film qui est très nocturne, d'ailleurs. On reviendra sur ce point, très enfermé dans ces lieux et très nocturnes. Première question, mon cher Tenenbaum. Déjà, quel est ton rapport avec le cinéma du Cournot et est-ce que tu attendais cette alpha avec peur ou avec envie ou les deux? Alors mon rapport à Ducournau, bah c'est ouais, dès le début vraiment, dès que Grave est sorti, qu'il y a eu ouais, tout le ramdam par rapport aux séances cannoises ou les gens qui sont sortis de la salle, tout ça, ou même pendant les avant-premières. Euh, J'étais très curieux et puis bah, j'ai pas du tout été déçu par Grave. J'avais vraiment adoré tout le travail qu'elle avait lié au corps notamment. J'ai vraiment beaucoup aimé, puis l'atmosphère qu'elle arrivait à instaurer dans son film. Et puis avec Titane, ouais, donc Titane avait gagné la Palme d'Or, donc ça avait fait beaucoup parler. Donc ouais, pareil, j'étais très curieux. Et j'ai beaucoup aimé Titane, mais même si je préfère Grave, parce que je trouve que Titane se perdait un petit peu vers la deuxième moitié de son film. Mais globalement, ouais, c'est une cinéaste qui m'intéresse énormément, notamment ouais, pour toutes ses références et la façon qu'elle a de les mettre en scène dans son cinéma. Donc j'étais très curieux bah, pour Alpha, même si ouais, à Cannes, il s'est fait ouais, allumer, hein, je pense qu'on peut le dire. Il y avait quasiment aucun retour positif.
Donc ça me faisait un petit peu peur. J'y allais pas à reculons, mais j'y allais en me disant: «Bon, prépare-toi, a priori, c'est quand même assez fouillis, quoi». Et au bout du compte, alors oui, c'est fouillis, mais ouais, je pense que ouais, j'ai pris une petite claque, je pense que je peux le dire. C'est vraiment un film qui m'a chamboulé, qui m'a vraiment, alors qui m'a mis mal à l'aise, mais différemment. Les autres films de Ducournau, voilà, comme on l'a dit un peu plus tôt, étaient plus dérangeants, parlaient p ouais, plus tournés vers le body horror, un petit peu gore, tout ça. Là, contrairement à ce qu'ont pu dire certains journalistes qui, bon, a priori, ont sûrement pas vu le film, bah, il y a pas de gore dans ce film. C'est vraiment un malaise, psychologique, un malaise, familial et un malaise lié au rejet, comme tu l'as dit un peu plus tôt, ouais, d'une maladie, allégorie, du VIH. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété dans le film. Donc ouais, non, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé Alpha, même si, je comprends totalement qu'on puisse, rejeter le film et je pense que c'est même voulu, hein, de la part de la réalisatrice, d'avoir fait un film assez mal aimable comme ça puisque ça donne du sens au propos du film qui est le rejet et l'acceptation de ce rejet, l'acceptation de ce qui a conduit, comment dire? Ce qui a conduit, aux conséquences de cette maladie, voilà et la peur qu'a instauré cette maladie et ben, je trouve que justement avec la structure qu'a mis Ducournau dans son film, il y a un certain rejet qui se fait vis-à-vis du spectateur, mais qui nous met encore plus en emphase avec les personnages. Voilà, je sais pas trop ce que tu en as pensé, Ouais, alors déjà, première chose qui est très importante, beaucoup ont peu apprécié le film à Cannes, mais c'est pas vraiment le film qui s'inscrit dans le binge-watching des visionnages à la chaîne du Festival de Cannes, mais c'est un film qui est prenant, qui peut être, quand tu es pas en grande forme et tout, tu peux très vite le rejeter, tu l'as dit, de toute façon, l'idée du rejet. Après, il faut toujours se méfier des retours à Cannes, hein, que ce soit hyper positif ou hyper négatif, parce que oui, oui, c'est bah, une autre ambiance, c'est toujours totalement, pareil. je l'ai vu cette année, enfin avec, notamment ou même l'année dernière avec Les Linceuls de Cronenberg Hmm. ou même, Intéressant ça d'ailleurs. Eddington. Ouais, voilà, ou même C'est intéressant parce Eddington. que Ducournau, elle est fan de Cronenberg, on le sait, et le fait que Cronenberg ait sorti Les Linceuls cette année, qui était un film aussi très sur la mort, et il y a presque un écho involontaire et indirect là, mais bon, parce que Ducournau n'en est pas au même point de sa carrière que Non, pour non, non, mais oui, Cronenberg. On verra dans 40 ans ce qu'elle fera. elle y fait référence sans cesse. Oui, oui, Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors pour revenir à Ducournau, moi, Grave à l'époque, j'avais découvert presque comme un ovni. C'était pas facile, hein, premier visionnage et tout, mais à chaque fois je le revois, je l'aime de plus en plus. Titan, en salle, ça a été une énorme claque. Je l'avais même revu, mais je l'avais laissé dans mon top 5 de l'année 2021, parce que des films comme ça, on n'en voit pas tous les jours et tout. Après, avec le recul, Titan, on voit qu'il a ses limites parce qu'il peut partir dans tous les sens. Et on voit qu'il y a un prolongement par rapport à Grave, où elle voulait encore aller plus loin dans ses obsessions et dans ses influences. Et ce qui est passionnant avec Alpha, c'est qu'elle revient un petit peu, c'est pas dire qu'il n'y a pas de rétro-pédalage non plus, elle va ailleurs, mais elle revient dans une forme d'intimité aussi de son cinéma vers ses origines, parce que de toute façon, c'est un film qui parle de ses origines. Il faut savoir que Julia Ducournau est à moitié kabyle, et dans le film, elle y met ses origines, donc ses semi-origines, à travers la famille qui est dépeinte là, avec langage berbère et tout, donc ça c'est passionnant. Et l'origine aussi de son cinéma, parce qu'avant les longs métrages, il y avait Junior, son court métrage, qui parlait déjà d'une fille de 13 ans, en rapport avec un virus et tout. T'as un peu l'impression que, arrivé au bout de Titan, et on avait l'impression, hein, Titan c'était un peu la déferlante, hein, fulgurance après fulgurance, elle a eu besoin de revenir peut-être à une forme d'essentiel, comme si, d'une certaine manière, avec Titan, elle avait déjà beaucoup dit. Elle a dit dans Titan ce qu'elle aurait pu dire en 3-4 films, ce que n'importe quel on va dire, artiste aurait peut-être dit en 3-4 films, elle a fait Titane, tu vois, bam. Et là, elle revient à essayer déjà de s'ancrer autrement en regardant un monde qui n'existe plus, voilà, enfin, c'est compliqué. Et en réfléchissant aussi sur, au-delà du corps, parce que le corps souffre, le film s'ouvre littéralement sur la souffrance du corps, hein, le trou des aiguilles dans les bras d'un toxicomane,
Il y a cette idée, d'ailleurs, ça sont sur une sorte de mur qui se craquelle. Bon, on comprend que ça va avoir un rapport avec la maladie. Il y a cette idée de sonder au plus près, avec beaucoup de gros plans, beaucoup de proches, de trucs, de plans très proches, de sonder peut-être derrière la souffrance du corps, la souffrance de l'âme, ici, la souffrance du cercle familial dans un monde qui s'est arrêté. Et c'est passionnant, parce que très vite dans la première partie du film, les 20 premières minutes, on comprend où elle veut aller. Alors j'ai lu des réactions comme quoi le film n'avait rien à raconter, c'est pas subtil. C'est faux. C'est à moitié vrai sur un point, pas subtil, pourquoi pas, on peut toujours voir tout venir et après c'est évident, qu'il n'a rien à raconter, c'est pas parce qu'il installe son décor et son ambiance dès le début que derrière il ne va rien raconter. Et pour preuve, on peut faire plusieurs degrés de lecture sur Alpha. Bien sûr, c'est un film sur le deuil, c'est un film sociétal, c'est un film familial, il y a plein de choses à dire là-dessus, le film sur le rejet, mais au final, oui, ça peut parler de la même chose, si vous voulez, d'une certaine manière, hein. Mais c'est un film passionnant, parce que tu ressors de là émotionnellement impacté. Je pense que c'est le film le plus émouvant, au sens premier du terme, de Julia Ducournau jusque-là. Et Oui, sont plus sombres aussi. Alors, plus sombres. On va pas dire qu'elle ait fait des trucs très joyeux avant, mais sont plus, j'allais dire, radicales dans sa noirceur aussi. Il y a quelque chose de très poignant dans Alpha. On expliquera dans la zone spoiler et tout, mais comme je le mentionnais un peu au début, rien que dans l'ambiance, c'est beaucoup plus. Il y a des ambiances claires-obscures, par exemple. Des jeux de nuit, notamment dans cette chambre où c'est de nuit. Donc, mais il y a la lumière extérieure, ça clignote souvent. Même dans la salle de classe, à un moment où il y a le prof d'anglais qui récite un poème d'Edgar Allan Poe, on reviendra là-dessus. Il y a ce côté tamisé aussi de la projection. L'hôpital, ça fait un peu sombre aussi. Il y a une idée d'ancrer quelque chose, du moins dans l'espace présent du film, parce qu'il y a plusieurs temporalités. À un moment, on voit la petite fille à 5 ans, l'adolescente à 13 ans. Même dans la chambre de son petit ami et tout, c'est toujours très sombre. Je sais pas ce que tu en penses. Elle a voulu montrer ici comme un monde qui était déjà dans une sorte de purgatoire, voire vers même peut-être le début d'un enfer. ouais, oui, totalement. Le monde qu'elle met en scène est plutôt nihiliste, hein. Enfin, la plupart des scènes se passent ouais, de nuit ou dans des endroits tamisés, comme tu le disais. Et, et on sent que le Covid est passé par là. On sent que voilà, le monde du Covid, le confinement, a joué beaucoup là-dedans. Et ouais, elle a voulu resserrer, ouais, resserrer tout ça. Et ça se ressent bah, notamment dans sa façon de filmer les corps, hein, de très près, dans le noir. Et justement, les visages ressortent énormément. Enfin, de ce côté-là, vraiment, je trouve qu'il y a un boulot assez formidable de Julia Ducournau et de son équipe sur la façon de filmer les corps dans le noir, justement. On ressent toute la douleur, toute la tristesse, tout l'amour aussi parfois. Mais oui, globalement, l'ambiance générale qui se dégage du film est plutôt, plutôt nihiliste et plutôt, ouais, plutôt sombre, hein. Je suis Et d'accord avec d'ailleurs, toi. oui, tu l'as dit, c'est un film sur l'amour aussi. Et l'amour, c'est beau, l'amour familial, on voit quand même. Mais un amour qui peut être un trop plein d'amour aussi par moment. C'est-à-dire que dans un sens où on n'arrive pas à lâcher prise. Il y a cette idée aussi, on développera plus tard. C'est un film sur beaucoup de choses, un film sur ce monde qui s'est arrêté. Et donc oui, post-Covid, on est en plein dedans. Ça renvoie aussi à une citation, Les aventures du baron de Munchausen de Terry Gilliam, qui est clairement montrée à la télé avec la citation clé là qui dit en gros que nous vivons dans une période à laquelle personne ne croit. Plus personne ne croit en rien dans un monde qui s'est arrêté et qui rejette par peur. Et on se demande si Julia Ducournau aime le monde dans lequel on vit actuellement. C'est un petit peu les questions que je me pose quand je vois des cinémas de Quentin Dupieux. Hein. On en parlait souvent avec Hugo notamment. Mais Quentin Dupieux, on se demande s'il aime beaucoup le monde dans lequel il vit. C'est pas sûr. Ducournau, alors c'est une autre face. Hein. C'est pas le même cinéma que Dupieux, mais elle fait quand même un questionnement sur ce monde-là. Euh, mais en le rapprochant aussi à une bascule qui s'est produite dans les années 80 où les gens, pour la première fois depuis longtemps, ont eu peur avec des préjugés de l'autre à cause d'une maladie. Et d'ailleurs, dans le film, c'est mentionné. La peur du sang, forcément. La peur même de tout contact physique avec quelqu'un qui est malade, quand bien même il n'y ait pas de transmission par la salive ou autre. Et aussi la peur de l'homosexualité, hein, parce que voilà, il y a ça aussi qui est mentionné dans le film. Ce que certains détracteurs pourraient dire, ouais, c'est mis comme ça en surface, elle prend, après elle passe à autre chose. Mais c'est aussi le cinéma de Ducournau, c'est de prendre beaucoup de choses
Et parce que c'est un cinéma vivant, le cinéma de Ducournau. Donc elle peut pas tout approfondir parce qu'elle décide d'aborder beaucoup de choses. Mais thématiquement, on en revient toujours à la même obsession, la souffrance d'un humain, la souffrance des êtres humains d'ailleurs, au sens large, que ce soit corporellement ou physiologiquement, psychologiquement et tout ce que vous voulez. Dans Titane, on a ça, hein. La souffrance du père à la Vincent Lindon, où d'ailleurs il y avait déjà le travail de corps et de drogue, hein. Mais autrement, c'est assez intéressant d'ailleurs de constater elle a fait transformer Vincent Lindon physiquement en lui faisant prendre du muscle. Et là, elle a fait transformer Tahar Rahim en lui faisant perdre 20 kilos. Elle aime bien aussi que ses actrices et acteurs changent pour tourner dans ses films, comme pour mieux les intégrer dans les personnages peut-être. Oui, oui, oui. On sent son amour pour Cronenberg là-dedans, hein, toute la transformation des corps, voilà, que ce soit même en allant dans le fantastique ou même en restant, voilà, là, dans un cadre, enfin, dans un cadre plus réaliste, je veux dire vis-à-vis des transformations des corps, ouais, on sent qu'elle aime bien ça et et qu'elle aime surtout le mettre en scène, filmer ses corps qu'elle transforme. Il y a vraiment des scènes très, très, très puissantes, je trouve, vis-à-vis du personnage de Tahar mais de sa physicalité, de sa Oui. façon de gérer son corps. Ouais, vraiment, elle lui a pas juste fait perdre du poids pour la forme et dire: «Oui, bah, il est malade, il a perdu du poids». Non, non, là, il y a vraiment un travail derrière et c'est ouais, c'est vraiment fort, je trouve. Et bon, évidemment, on sent aussi qu'elle reste influencée. Elle est peut-être moins influencée qu'avant, frontalement, que ce soit par Cronenberg ou autre chose. Vous avez deux, trois scènes où on peut réfléchir à peut-être des clins d'œil. J'ai pensé aux Dents de la Mer à un moment, à une scène dans la piscine avec le sang, là, filmé en plongée, littéralement, où les gens s'agitent autour du sang. Parce que, bon, ça reste quand même hors de la zone spoiler. Alpha, elle s'est fait faire un tatouage qui saigne. Et comme on se demande si elle va attraper la maladie ou pas, la peur du sang, à un moment dans la piscine, forcément, moi j'ai pensé à Jaws, hein, évidemment. Mais bon, ça c'est plus pour l'anecdote. Euh, et, euh, et puis sur l'ancrage familial aussi, je disais que c'était peut-être le film le plus intimiste et personnel de Julia Ducournau à cause de ses origines. Et là, on prend le temps. Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup touché, et c'était pas obligé qu'elle la mette en tant que telle dans le film, hein. C'est ce repas familial où ils vont fêter l'Aïd chez la grand-mère. Et cette scène en dit long. Cette scène en dit long. Elle en dit long sur déjà l'endroit où ça se passe, dans une cité qui est visiblement envahie par une sorte de sable rouge, qui est en rapport au virus, mais on y reviendra plus tard. Et ce moment de fraternité absolue, de communauté, où elle a poussé le délire, Julia Ducournau, à intégrer un personnage raciste qui fait partie de la famille. Une famille donc d'origine kabyle. C'est étonnant ça quand même, hein. Oui, oui, oui. On sent que de toute façon, c'est un monde qui, bah, comme tu le dis un peu plus tôt, ouais, c'est un monde qui a perdu peut-être la foi et donc, bah, au pire, le gars il est raciste, bah, c'est pas grave, il vient avec nous de toute façon, il y a plus d'espoir pour nous donc viens. Et puis ouais, cette scène de famille aussi, est vraiment bien parce qu'elle met aussi, je trouve, en décalage le personnage de d'Alpha, qui voilà, qui ne comprend pas sa grand-mère, qui elle parle, berbère. Elle la comprend pas et donc il y a ouais, elle met aussi tout ce décalage entre les différentes générations et ouais, parce que le film parle beaucoup aussi de transmission, des traumatismes entre les générations et Ouais. là, ouais, il y a encore ce décalage qui est créé grâce à ce repas où on sent que le personnage de d'Alpha elle est aimée, hein, sa famille l'aime, on sent voilà, il y a de l'amour, c'est très, fraternel, mais on sent qu'elle est pas à sa place, vis-à-vis de cette famille et même la mère non plus en soi est pas tant à sa place vis-à-vis du reste de la famille où, contrairement au reste de la famille, elle est laïque, elle parle aussi français avec sa fille, enfin voilà. Donc cette scène de famille, ouais, est vraiment importante je trouve parce qu'elle met en décalage pas mal de choses et heu et en même temps, ouais, elle apporte énormément de chaleur et elle fait «du bien» entre guillemets, même si on sent qu'il y a un mal sous-jacent, elle fait quand même du bien.
L'idée des triples générations de familles issues de l'immigration qu'on a vu récemment dans Didi, tiens, par exemple, pour ne citer que celui-ci, où tu as la grand-mère qui parle que la langue originelle, la mère entre les deux et l'enfant qui ne fait que parler anglophone. Là, c'était dans Didi, ici, c'est Alpha qui ne parle que français. C'est passionnant, ça. De plus en plus de films, forcément, on en arrive générationnellement à ça. On a eu Everywhere, Everything, All at Once aussi, hein, qui montrait cela. Et c'est bien. C'est bien de montrer l'évolution de la société comme ça. Et ce repas familial qui peut être vu de deux façons, c'est vrai que tu as une lecture intéressante sur l'idée du gars raciste qui est intégré, de toute façon on s'en fiche et tout. Ou alors c'est un prolongement du monde d'avant, où finalement, dans cette cité, tout le monde vivait ensemble, quand bien même il y a des préjugés les uns des autres, qui prenaient plus ça pour des blagues, mais en fait c'était pas vraiment des blagues, mais on vivait quand même ensemble. Tu as un peu l'impression que Julia Ducournau, elle se dit, cette société des années 80-90 où on était tous ensemble, maintenant elle s'est effritée, c'est le cas de le dire, hein, factuellement, ce monde qui se statufie absolument, qui s'immobilise, qui s'arrête. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Mais cette famille se décide à garder cette parenthèse entre elles. C'est-à-dire que un temps donc de repas traditionnels ensemble, qui est partagé autant par les croyants que les non-croyants, hein, et c'est le cas hein, dans beaucoup de familles d'origine musulmane, etc. Vous avez des enfants qui sont complètement laïcs, qui fêtent l'Aïd, et tranquillement avec les parents ou les grands-parents qui sont hyper croyants. Et c'est question de culturel, d'héritage. Quoi. Et là, tu as l'impression que, avec cette scène-là, Julia Ducournau dit que bon, le monde d'avant est peut-être plus là, mais il ne tient qu'à nous, ensemble, en famille, avec l'amour, de continuer à le faire exister. Si malheureusement autour la société s'écroule, craquelle dans tous les sens, bah nous, on continue. C'est pour ça qu'ils arrivent là avec ce sable rouge qui a envahi les lieux, mais au final, une fois qu'ils sont dedans, ils sont à l'abri, quoi. Mais c'est à la fois beau et triste, en fait, comme scène. Je sais pas. C'est d'où ce personnage raciste, qui est à la fois détestable et adorable malgré tout, il a l'air d'être sympa avec. Bon, il plaisante en mode ah, je vais sortir le jambon du frigo. Bon, c'est une blague un peu bof raciste de l'oncle à table, quoi. Mais finalement, il a l'air d'être apprécié par les autres malgré tout. Et malgré tout, même s'il est raciste, il a l'air de les apprécier eux. C'est bizarre quand même. Ouais, ouais, ouais. Et, Non, mais il y a un vrai décalage dans cette scène, mais qui est vraiment intéressant. Et puis, bah, et ce personnage. une scène où l'oncle malade n'est pas là, mais ça on y reviendra dans la zone spoiler après. Alors oui, alors il est Eh oui, là, oui, il est là sans être là, mais on en parlera plus tard. voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire avant d'entrer dans la zone spoiler pure, parce que bon, oui, on pourrait parler du harcèlement à l'école et tout aussi, mais ça j'allais dire c'est traditionnel, mais c'est lié au rejet et à la peur, forcément. C'est pas forcément à cause des origines pour le coup d'Alpha, c'est juste parce que elle a ce tatouage. Elle sort avec un gars qui a une petite amie à côté, c'est un peu bizarre, c'est un peu nébuleux ça aussi. Mais pourquoi pas, hein, c'est pour montrer l'évolution hein, de la fille qui devient adolescente, quoi. Euh, Mm. D'ailleurs, très étonnant, alors ça aussi, ça pourrait être reproché. Hein. La façon que Julia Ducournau a eu de faire tourner ces jeunes acteurs, hein, parce que je pense que l'actrice et l'acteur doivent, en tout cas, avoir en dessous de 16 ans. Il leur a fait tourner, alors, elle leur a fait tourner une scène très intime de bisous quand même. C'est pas facile à tourner ça pour les jeunes. Voilà. Non, non, c'est vrai. Et puis en plus, elle est filmée Gros plan. de manière Enfin, assez intrusive. Hein. Enfin, je veux dire, elle dévoile rien, mais c'est filmé, ouais, c'est filmé de près. Elle filme vraiment les corps de près. Et il n'y a pas vraiment de pudeur dans cette scène-là en plus. Donc ouais, c'est quand même assez particulier d'avoir réussi à faire ça avec des acteurs aussi jeunes, mais en même temps, c'est beau. C'est une belle c'est scène. la vie. C'est une scène C'est de vie, tout ça, simplement. Voilà. c'est C'est qu'elle ça. a voulu montrer la réalité de l'adolescence. C'est-à-dire que, voilà, oui, c'est pas parce qu'ils ont 13-14 ans qu'ils vont pas se galocher et se rouler des pelles. Bah, si, si, si. Et donc, ça, bon, évidemment, il y a dû avoir tout un travail avant de consentement mutuel. Et je pense que les deux jeunes acteurs ont dit oui. Hein. Ils ont pas été forcés. De toute façon, maintenant, c'est très encadré, hein, ce genre de tournage. C'est pas comme, malheureusement, à certaines époques, on sait que certaines actrices ont beaucoup souffert de cela. On va pas revenir sur les polémiques de ces derniers mois, mais c'est toujours important de le rappeler. Et on peut faire confiance à Julia Ducournau là-dessus pour prendre toutes les précautions nécessaires. On va rentrer dans la zone spoiler, parce que voilà, on va être Ouais, obligé. juste avant, je voudrais juste dire Oui, aux gens qui avaient vu les films précédents de Julia Ducournau et qui n'aiment pas le body horror, le gore, tout ça,
dans ce film-là. C'est son film le plus soft, hein, de ce côté-là, même s'il y a des scènes assez dérangeantes. Mais en termes de sang, je veux dire, vous pouvez y aller, hein, il y a pas de... Oui. C'est plutôt soft, c'est plus de la violence, ouais, psychologique, je trouve, Ah, dans ce film-là. le truc qui préfère le plus grincer des dents, c'est limite l'introduction avec ces gros plans sur le bras d'un toxicomane. C'est vrai que ça, c'est. Oui, Ah, oui, oui. Puis une autre scène, moi, qui m'a dérangé pas mal, mais une scène avec avec Tahar Rahim, mais oui. il n'y a pas de sang. Voilà, sans vouloir en dire trop pour le moment, il y a du sable et de la pierre. Mais Et c'est ouais, très cette fini. scène-là, elle est, moi, m'a un peu, je grinçais un peu des dents, quoi. Puis bah le Tahar Rahim dedans joue tellement bien que ouais, on ressent toute sa douleur, mais vous pouvez y aller, il n'y a pas de sang, contrairement à Grave et puis Titane qui pouvait être un peu dérangeant de ce côté-là. À part dans la piscine, mais bon, voilà. Oui, voilà, mais ouais, c'est soft. Alors, rentrons dans la zone spoiler, où on va pouvoir du coup embrayer sur le personnage de Tahar, mais on n'a pas pu trop en dire parce que forcément, il porte en lui beaucoup de choses. Le fait la première fois où on le voit, donc, Alpha a 5 ans, hein. Il y a cette très belle communication où d'ailleurs Alpha, très innocente, qui va accueillir une coccinelle à côté, va dessiner au marqueur, euh, c'est terrible, hein. Elle va relier les points des piqûres donc dans le bras de personnage d'Amine au marqueur. Ce qui fait d'ailleurs déjà référence à quelque chose, à une sorte de ligne de vie ou ce qu'on a à l'hôpital quand quelqu'un est branché, quoi. Le fait que le cœur bat encore, quoi. Il est encore en vie à ce moment-là, malgré tout, Oui, oui, malgré oui. tout, parce que c'est un personnage qui est à la fois vivant et mort sans être vivant, sans être mort dans le film, hein. Je simplifie, mais grosso modo, c'est quelqu'un qui est dans un état d'entre-deux absolu. Bon, mais il y a cette connexion qui se fait. D'ailleurs, la connexion, elle se fait sur la mise en scène aussi du trou, d'un des trous dans les bras du personnage d'Amine, au tatouage qui est en train de se faire. Aussi, jamais vu un gros plan de tatouage. Ça donne pas envie de se faire tatouer d'ailleurs. Quand vous voyez ça, ça fait mal. Après, ça, oh, ça, en fait, ça dépend. C'est juste que là, c'est du tatouage pas au pistolet. Donc oui, ça fait Voilà, oui, plus c'est à mal. l'aiguille. C'est à l'aiguille, donc ça fait plus mal. Mais ouais, non, non, l'introduction, oui, comme tu le disais, avec Tahar Rahim et puis Alpha, donc qui a 5 ans, est vraiment belle, hein. C'est Julia Ducournau, elle arrive à mettre du beau dans une scène qui est quand même assez morbide, hein, finalement, parce que bah, le bras de Tahar Rahim est quand même ouais, dans un sale état. Et malgré tout, oui, l'innocence de Alpha fait qu'il y a de la beauté ouais, dans l'horreur. Et dès le début, je trouve que dès le début, elle arrive à instaurer quand même quelque chose émotionnellement qui est assez fort. Et dès le début, on ressent le lien justement qu'ont ces deux personnages et qui va être encore plus développé et important par la suite du film. Et après, il y a un plan clé. Plus tard, alors, on se retrouve à la 13 ans, tout ça, et elle voit sa mère parler à quelqu'un en hors champ. En fait, c'est peut-être pour ça que certaines personnes ont dit que c'était pas subtil, j'en sais rien, c'est possible, hein. Mais elle parle en hors champ, on se demande c'est qui. Bon, après, il y a l'oncle, etc. Le fait qu'elle parle en hors champ à son frère, d'ailleurs, quand on analyse cette scène avec le recul, elle fait froid dans le dos, sans mauvais jeu de mots, parce que au niveau du dos, le personnage de Tahar Rahim prend cher. Parce qu'en gros, elle parle à personne. Parce Ouais, ouais, que ouais. techniquement, le frère n'est plus là. Elle parle à son fantôme et tout, qui continue à hanter les obsessions de la mère et donc de sa sœur ici plutôt, qui n'a pas pu le sauver et qui est devenu médecin de toute façon pour sauver les gens. Et en fait, le Taharaïm de quand Alpha a 13 ans n'est pas là, mais il est là quand même. Tiens, vas-y, je te laisse expliquer ça. Oui, oui, bah, on est vraiment devant, enfin, selon moi, on est vraiment devant quelqu'un bah, qui fait un déni de deuil, hein. Elle a jamais accepté la mort de son frère. Et donc, quand elle apprend que sa fille s'est fait piquer avec une aiguille potentiellement infectée, et ben ça fait un déclencheur chez elle. Et là, bah, à partir de ce moment-là, effectivement, le frère apparaît. Il pop comme ça, parce qu'on voit même une scène où Alpha arrive dans la chambre, elle voit le lit qui est vide, elle va dans le salon, elle revient, et là le frère est dans le lit.
En fait, ouais, les gens disent que c'est pas subtil, mais en même temps, il y a quand même j'ai vu pas mal de gens qui avaient pas vu ça, donc moi je lui en veux pas, je Ducournau. Non, moi Ah je non, trouve que mais c'est bien. moi je le dis, j'ai pas ressenti ça. Enfin, dans la première partie du film, à part le truc du hors-champ et tout. Après, une fois que tu sors du film, tu peux y repenser. Et je pense que 80% des gens vont quand même penser que le personnage d'Amine était là avec Alpha 13 ans. Voilà. Après, il y a des pistes qui font que Oui. oui, c'est probablement un film de fantôme et tout. Mais à ce moment-là, le fantôme a été matérialisé par l'obsession de la mère qui n'accepte pas le deuil. Et du coup, elle a transmis le virus. Pour le coup, il y a une double allégorie. Hein. La mère transmet le virus de ce refus de deuil à sa fille Alpha qui voit son oncle. Mais comment le voit-elle, son oncle? C'est ça la question. C'est là où, à un moment, peut-être que ça manque de subtilité aussi. On se fait les avocats du diable ici. Hein. On est gentil. Euh, où il y a le professeur d'anglais là, qui récite le poème d'Edgar Allan Poe, qui nous fait donc le rêve dans le rêve, hein, a dream within a dream. Et il y a beaucoup de scènes où elle s'endort, de cauchemars, de machin. Donc on peut toujours imaginer que quand elle voit son oncle, elle est en train de rêver dans un rêve. Mais du coup, le rêve dans le rêve, c'est peut-être la réalité. Et qui est le rêveur, comme dirait David Lynch, hein, c'est un peu ça, quoi. Ouais, ouais, non, mais on peut aller loin, hein. Mais moi, je pense plutôt qu'elle le voit, comme tu l'as dit, parce que sa mère déjà lui transmet ce virus-là, et aussi parce qu'elle a vu son oncle auparavant, 8 ans auparavant, je crois, quand justement la scène du tout début du film. Et je pense que même si elle s'en souvient pas, c'était gravé en elle, et ça a ressurgi quand sa mère a commencé à avoir peur vis-à-vis de l'histoire de l'aiguille. Moi, je le vois comme ça, parce que après, ouais, le frère la suit tout du long, hein, parce que on reparlait de la scène du dîner. Toi, tu dis que le frère était pas là, mais si, enfin, il est là, mais il y a que Mm. elle qui le voit, et que elle et sa mère. C'est notamment pour ça que sa mère arrête pas de lui dire, t'as pas parlé de tonton, enfin, tu as pas dit que t'as dit à personne qu'il était là et tout, parce qu'elle sait pertinemment qu'il n'existe pas. Et Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas facile, mais il y a un indice évident dans le film, si vous voulez, pour savoir, parce que vraiment, en fait, on se rend pas trop compte très vite. Enfin, si on fait pas attention, mais il y a un détail qui est évident. Julia Ducournau nous balade d'une temporalité à l'autre. Hein. La scène de l'hôpital au début, c'est donc quand Alpha avait 5 ans. Et donc, le cadavre vitrifié, marbré, qu'elle recouvre. D'ailleurs, on voit le travelling du recouvrement qui prend tout l'écran hein, à ce moment-là. C'est donc le frère qui vient de mourir. On peut pas le savoir au début. On peut pas le savoir. Voilà. D'ailleurs, très très belle idée aussi de rendre cette mort un peu belle aussi. Et c'est balancé plus tard la conversation avec le professeur d'anglais et son petit ami là, dans la salle d'attente, qui deviennent des statues grecques. Hein. Les canons de beauté, de rejet, de refus, mais en fait, finalement, c'est pas parce qu'ils deviennent des statues de pierre qu'ils sont pas beaux. Ils sont beaux d'une manière ou d'une autre. C'est une façon que Julia Ducournau a de dire allez vous faire voir ceux qui jugent par rapport aux apparences, hein, etc. On voit ce qu'on veut voir. On peut voir de la beauté, de la laideur dans ce qu'on veut. C'est toi mentalement qui décidera ce qui est beau et ce qui est vrai aussi. Mais pour en revenir à ça, le détail, c'est que donc le personnage de la mère, qui d'ailleurs n'est que, elle n'a pas de prénom, hein, c'est la mère, hein, c'est la maman quoi. Elle a les cheveux attachés un peu bouclés dans le passé. Et dans le présent, quand Alpha a 13 ans, elle a les cheveux détachés et lisses. Une fois que tu as ça en tête, il faudrait revoir le film en se disant, bon, là, on est là, on est là, on est là, on est là. Les gens qui ont perçu ça très vite, forcément, je peux comprendre qu'ils aient dit, ouais, il n'y a pas de subtilité. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'un film a besoin d'être subtil pour être bon, d'ailleurs, pour être foisonnant? Non, pas non, non, non. spécialement. Pas spécialement. Des fois, un film trop subtil, justement, s'enferme sur lui-même. C'est pas forcément une meilleure chose non plus. Mais tout dépend de l'approche. Hein. Et donc, cette idée que, oui, il y a une forme de possession, en fait, aussi, parce que cette idée du refus par amour, hein, du refus du deuil, il y a une idée de possession et c'est l'origine du mal aussi, parce que la grand-mère, selon ses croyances, les croyances du peuple kabyle et tout, c'est que
En fait, le frère, il était possédé. Alors, c'est pas possédé par un djinn, mais c'est pas loin, hein. Possédé par un démon, le vent rouge. Et donc cette maladie-là serait aussi une forme d'allégorie de ces croyances qui ont la vie dure et qui enferment les gens dans des obsessions ou qui enferment les gens dans des préjugés aussi. C'est-à-dire qu'elle questionne aussi indirectement, Julia Ducournau, l'enfermement par rapport à la religion et aux croyances aussi, hein, indirectement, je pense. Oui, 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 bah, le personnage de la grand-mère, ouais, donne tout son sens à ça. Le fait qu'elle appelle ça le vent rouge, bah, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être, voilà, le vent rouge, rouge comme le sang, ou alors, bah, faire référence au désert et donc, voilà, aux origines, de la grand-mère et de sa religion. C'est totalement possible et puis, tout ce que tu disais sur justement les infectés, enfin les personnes malades qui se transforment, en pierre. Donc ouais, moi je trouve que c'est une super idée parce que du coup ça, comme tu disais, ça glisse l'idée que, ces personnes-là, même si elles sont malades et qu'elles sont rejetées, bah, elles sont belles. Parce que voilà, des statues grecques, enfin c'est quand même considéré par beaucoup comme, bah, comme ce qu'il y a de plus beau, on va dire dans l'art, dans voilà, dans tout ça. Et en même temps, ça glisse l'idée que, bah, le traumatisme et cette maladie-là, elle va rester gravée en eux, elle va rester gravée, ça va être immuable. Et justement, c'est tout ce avec ces changements de temporalité, on voit tout ça, toute cette l'empreinte qu'a laissé le traumatisme bah, de cette maladie sur la société actuelle, sur le microcosme familial aussi. Donc cette idée de statut, je trouve ça vraiment ouais, je trouve ça vraiment bien, parce que c'est vrai, ça rend beau une maladie qui était à l'époque rejetée par beaucoup et dont on avait peur et en même temps ça la rend, ça la rend durable dans le temps, et hem et ouais, je trouve ça super intelligent de sa part d'avoir, même si ouais, pour beaucoup, ça peut être peut-être un manque de respect vis-à-vis des malades ou Mm. alors ce n'est pas subtil. Ouais, je suis pas d'accord. Bah, Enfin, sur la dans une certaine idée, ça renvoie à beaucoup d'histoires de pétrification dans les mythologies, hein, Méduse et compagnie. Ce qui, pour moi, ancre aussi cette idée dans une lecture sociale où si on est trop enfermé dans des croyances ancestrales, c'est-à-dire qu'on est en gros conservatif, dans le conservatisme, le côté réac et tout, ancien, etc. Euh, cette maladie vient de là, en fait. Cette maladie qui enferme le monde et qui pétrifie les gens parce que c'est à double tranchant d'ailleurs, qui pétrifie les gens parce qu'ils refusent d'avancer avec leur temps et de penser différemment et tout. Et part aussi dans le cas du refus du deuil. Ces gens meurent dans le sens où ils vont rester quand même éternellement en tant que statut comme on voit ces statues grecques et tout qui réfèrent à l'histoire, etc. Il y a cette double lecture en fait. C'est-à-dire que quelque part, ne pas laisser aller, ne pas accepter un deuil, c'est aussi se renfermer dans une forme de conformisme et s'empêcher d'aller de l'avant. Et peut-être, au final, arrêter le monde et devenir intolérant. C'est pour ça que cette cité aussi est envahie par ce vent rouge, qui pourrait être aussi l'allégorie de cette société qui a de plus en plus délaissé et enfermé les gens dans ces cités, dans des clichés. D'où le racisme et ce qui peut se passer aussi dans notre monde actuel, hein. ouais, ouais, ouais et puis on pourrait aussi faire, alors c'est peut-être, pas subtil ou de la surinterprétation, je sais pas, mais on Ou pourrait les deux. faire aussi un rapport avec bah, la citation, voilà, gravée dans le marbre: «Les Oui, malades se transforment en statues de marbre». Le deuil reste gravé dans le marbre, bah, notamment pour le personnage de la mère. Heu, le deuil reste gravé dans le marbre et le traumatisme qu'a engendré, cette maladie à travers, la génération d'après où, on voit, i quand, les autres élèves de la classe pensent que Alpha peut être malade, tout le monde a peur, tout le monde s'éloigne, personne ne veut qu'elle vienne dans la piscine avec eux. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté durable, du traumatisme et de la peur et heu et ouais, non, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la façon mmh, qu'elle a eu de jouer au niveau de la temporalité et même de mettre en scène la maladie, moi je trouve ça assez ouais. passionnant, Et après, il y a toute une idée vers la fin du film. Il y a des bascules assez extraordinaires, des moments by night d'ailleurs,
où on comprend que Alpha veut essayer de se libérer aussi, d'ailleurs, elle veut passer à l'extérieur, alors sur cet échafaudage, là, il y a toujours ce vent à l'extérieur, là, mais aussi libérer indirectement sa mère en lui faisant accepter le deuil. Et c'est là où elle va aller, c'est terrible, hein, en sorte avec son oncle mort, donc avec le fantôme, elle va aller en mode détente by night dans un nightclub là, ou d'ailleurs dans ce sorte d'endroit de marginaux, on sait pas trop, c'est très étrange, où t'as le masque de la mort rouge qui rôde à un moment. On revient à Edgar Allan Poe et le rêve dans le rêve, c'est très amusant. Julia Ducournau s'en est amusée, je pense, aussi, ce petit moment-là. Mais en fait, cette idée que, en acceptant de suivre son oncle dehors, elle va libérer son oncle et lui offrir la paix, la mort. C'est ce qu'elle veut faire d'abord. D'ailleurs, c'est terrible. À un moment, son oncle lui dit, là, un morceau de Tame Impala en fond, hein, elle lui dit, n'interviens pas et tout, en mode, laisse-moi partir. Et elle s'en va, elle fuit à ce moment-là. Très beau jeu rythmique avec la musique, hein, d'ailleurs, il y a tout un truc. Mais derrière, il y a encore la mère qui insiste et tout, et cette libération, elle est difficile à obtenir. D'où le personnage Jamine, qui est pas vraiment mort, quoi. C'est un fantôme qui a pas pu passer à l'au-delà, voilà, si on veut faire simple, hein. Ouais, c'est ça. Et puis ouais, ce personnage-là, moi je trouve que c'est vraiment le cœur émotionnel du film, hein, le personnage d'Amine. Tahar Rahim, il fait un boulot monstrueux où on ressent vraiment, enfin, la scène de la boîte de nuit, on Ah ressent oui. vraiment toute la souffrance qu'il a en lui et enfin, il veut être libéré, quoi. On voit qu'il souffre, qu'il demande que ça. Il dit à Alpha, il dit si je m'endors, me réveille pas. Fais-moi la promesse de pas me réveiller. Mais oui, il y a la mère voilà, qui refuse le deuil de son frère. Et de toute façon, oui, puis c'est vers ça que se tourne la fin du film. C'est de toute façon pour aller de l'avant, il faut accepter le deuil, accepte le deuil et ça ira mieux. Mais bah, pas envie. Il y a un truc qui est terrible, d'ailleurs, j'y pense maintenant, là, et après, il se retrouve à l'hôtel, l'hôtel qui fait les deux temporalités, d'ailleurs, hein. Ça m'a fait penser à Last Night in Soho. Je sais pas si tu vois, qui jouait aussi sur deux temporalités et tout, et qui revenait dans même chambre d'hôtel, d'ailleurs, il me Oui, semble, oui, hein. bah entre guillemets, le fantôme l'amène là où tout a commencé, quoi. Et Ouais, ouais. ouais, c'est parce que c'est là qu'elle l'a vu pour la dernière fois, son oncle. Parce qu'après ça, il est tombé, il est tombé, enfin plus malade, quoi. C'est-à-dire, il a commencé à se transformer en pierre. Donc après, elle l'a plus jamais revu. Et donc ouais, le fait qu'il revienne là à la fin et qu'il y ait ouais, ce lien entre le passé, le présent, où on voit la mère qui l'a réveillé et elle qui est dans le présent qui lui dit non, le réveille pas, je t'en supplie, je lui ai promis tout ça. Ah, je trouve ça Et vraiment, vraiment moi, fort. ce qui m'amuse, c'est que je crois qu'Edgar Wright avait dit à l'époque, à la sortie de Titan, que c'était un grand film et tout. Donc, peut-être qu'il y a une forme. Je sais pas si Ducournau a voulu faire indirectement, c'est peut-être inconscient aussi. Elle a peut-être aimé Last Night in Soho à l'époque et elle a repris indirectement des choses. Mais c'est très émouvant et c'est vrai que c'est là où on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il y a la scène finale. Alors bon, la scène finale où enfin, alors là oui, c'est vrai que la fin n'est pas subtile, mais pour finir sur un moment poignant et émouvant, un film comme ça, n'allez pas chercher une fin subtile, hein, où le fantôme se désagrège enfin pour trouver la paix. C'est peut-être pas si simple que ça quand même, parce que on voit Alpha qui pleure, mais elle pleure comment ça, la dernière larme d'Alpha, je sais pas comment tu l'interprètes toi, parce que une larme de sang presque avec la poussière sur le visage évidemment. Ouais, j'avoue que je sais pas trop non plus. Je me dis que c'est peut-être larme ouais, de sang, de tristesse aussi, parce que elle voit sa mère qui malgré elle, parce que malgré elle laisse partir son frère. Elle avait pas envie, mais elle comprend que qu'il est temps. Et comme sa fille lui a dit, je suis trop jeune pour ça, maman. Toi aussi, t'étais trop jeune pour ça. Il faut qu'on passe à autre chose maintenant, qu'on puisse avancer. Et donc ouais, quand elle voit son oncle partir en poussière là où chez lui, hein, enfin, ils sont revenus là où ils habitaient, sa mère et lui à l'époque. Euh, ouais, je pense que c'est des larmes de tristesse, mais Et compliqué de à dire. C'est vrai libération. que la fin est quand même assez ouverte. Elle laisse quand même entrevoir. Moi, je trouve qu'elle laisse quand même entrevoir un certain espoir.
Ouais, mais Maintenant, quel espoir, parce que du coup, il finit sa libération, emporté par le vent rouge, il est ramené à la maison, hein, c'est ce qu'elle dit, la mère, hein. Je te ramène à la maison, mon frère. Ça sous-entend aussi qu'il y a un discours aussi comme quoi il n'a jamais pu être accepté dans cette société, dans ce monde. C'est peut-être pas pour rien qu'il est tombé dans la drogue aussi, pas formellement qu'une forme de malédiction qu'il avait en lui, hein. Là aussi, je pense qu'il y a un discours sur la société française, pour le coup, ou occidentale, qui a eu du mal à accepter certaines personnes venues d'ailleurs, hein, qui ne peuvent trouver la paix que finalement en étant emportés par le vent vers là où, voilà, on retourne aux origines. Oui, c'est un peu triste aussi, hein. ouais, c'est C'est un peu ça, où triste. ils peuvent être bien que chez eux, dans leur communauté, ouais. Ouais, dans cette C'est pas cité mal où nihiliste, ouais. c'est la cité où il y a la petite parenthèse où ils vivent comme avant, mais du coup, en marge de la société quand même, là où la société les a enfermés. Parce qu'on en parle malheureusement que trop peu, hein. Ah oui, des problèmes de banlieue, tout ça. Les gens ne se concentrent que sur les conséquences, ils en oublient très vite les causes. Voilà. Ce que je dis souvent en privé à des gens, ceux qui ne veulent que se concentrer sur les conséquences en voulant réprimer et tout, bah, c'est comme ça que tu bascules à droite. Si tu réfléchis aux causes et comment on pourrait changer les choses en profondeur et dans le fond, bah, t'es peut-être un peu plus le cœur à gauche, quoi. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je dirais pas que Julia Ducournau est à gauche ou à droite, hein. Je pense qu'elle se pose des questions. Voilà. Ouais, je pense qu'elle se Frontalement, questionne. Et puis, justement, avec le personnage de Tahar Rahim, elle met pas de pourquoi, quoi. Pourquoi il est comme ça, pourquoi il en et est ouais, arrivé là. et c'est peut-être le Et défaut du film, hein, d'ailleurs, c'est ouais, qu'elle ça peut être elle va ça peut pas être aller un à défaut. ouais, Et en même temps, je trouve que ça donne une certaine forme mystérieuse et assez, enfin, encore plus belle à ce personnage dont on connaît pas grand-chose. On connaît simplement sa souffrance. On sait pas d'où elle vient, sa souffrance, mais juste on sait qu'il souffre. Et on ouais. sait juste qu'il veut aller mieux. Maintenant, ouais, on sait pas pourquoi Mais et ce que Ducournau, c'est. je trouve qu'avec ce film, elle assume aussi, le personnage de la mère, c'est un peu elle, Alpha, c'est un peu elle aussi. Elle assume aussi le fait que oui, elle s'est embourgeoisée, oui. Comme la mère, là, s'est embourgeoisée. Et elle assume ça. Je pense que Ducournau, elle le dit, hein. C'est pas un mal de s'embourgeoiser. Ah oui. Alors que bon, mais il y a quand même des causes et tout. Il faut voir d'où vient le problème. Donc peut-être qu'elle va glisser vers un cinéma plus social, frontal à la suite. Peut-être, hein. Ou elle va rester un peu comme Quentin Dupieux, à vouloir juste faire des constats sans apporter de solution. Je suis en train de faire des liens entre Quentin Dupieux et Julien Ducournau, figurez-vous. C'est incroyable. Je suis pas sûr que Dupieux apprécie le cinéma de Ducournau et l'inverse, hein. Je suis pas sûr, hein. Gros doute là-dessus. Non, je suis pas convaincu non plus, hein, Non, je suis pas mais convaincu non plus. Mais c'est vrai que c'est un film, on pourrait en parler pendant des heures, hein, en fait. Mais c'est presque ce qu'on a fait. C'est presque ce qu'on a fait. Mais l'important, c'est aussi peut-être de laisser des pistes de lecture aux gens qui nous écoutent. ouais, c'est Voilà. ça, parce que vraiment, on a peut-être surinterprété plein de choses, hein, parce que vraiment le film, On n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit. ouais, c'est ça. Non, non, C'est ouais, sûr. il y a tellement de choses, dans le film, que ce soit, ouais, les rapports, à la sexualité, il y a un côté très coming of age quand même dans le film aussi. Oui. Le personnage du professeur, enfin, il y a pas mal de choses dans le film, La berceuse. Très importante, la berceuse qui oui, finit par être chantée par la fille à la mère à la fin, comme un retournement de situation. C'est que la fille devient la mère de sa mère en lui permettant de se libérer du deuil de son frère. c'est ça. C'est beau. C'est beau, ça d'ailleurs, dans la transmission des générations. Comme quoi, oui, un enfant peut aider son parent à supporter quelque chose, un deuil, parce que l'avenir est là, au final. Il y a aussi ce message. Il ne faut pas s'arrêter. Là, on en revient à ce qu'on disait avant. Il ne faut pas s'arrêter sur le passé. L'avenir compte. Et l'avenir, c'est Alpha ici. D'ailleurs, Alpha, on n'aura jamais su si elle est malade ou pas. Un peu oui, un peu non. Mais à la fin, j'aime bien l'idée de l'entre-deux que elle n'a pas l'air malade, hein. Et tous ses tests sont négatifs. Mais à la fin, elle est quand même recouverte par ce vent rouge, presque statifiée indirectement par la poussière. Ouais. Ah ouais, non, la fin est même si elle donne pas beaucoup de réponses, la fin reste, Il n'en faut pas. Il ne faut pas de ouais, réponse. non, moi je trouve que c'est très bien comme ça et puis c'est important, je trouve, quand tu sors d'un film bah, tu réfléchis de ton côté, ça se trouve tu es à côté de la plaque, ça se trouve non Ah oui. Ah et puis oui. voilà, mais en tout cas, une chose est sûre, moi le film, je trouve que même s'il donne pas toutes les réponses, il arrive quand même à te chambouler énormément. Enfin moi, il y a quand même deux trois scènes qui m'ont ouais, ah, je vais faire mon Durandal, hein, mais j'ai senti des larmes couler quoi pendant plusieurs scènes. Mais ouais, non, je trouve que le film est très fort et vraiment bravo,
bravo aux 3 acteurs, hein, vraiment, ils sont Oh oui, oh oui. Et voilà, même, vraiment des rôles secondaires parce que, pour le coup, Finnegan Oldfinn aussi arrive à être très touchant, même si on le voit pas beaucoup. ouais, il est très touchant. De toute façon, il est toujours bon, il est Et toujours même bon le dans jeune, les tiens, on l'a pas cité, Louei El Amroussi qui joue Adrien, le petit copain de il fait très naturel dans son jeu, donc j'aime bien ça. Voilà. On y croit. Voilà, on ouais, croit. non, quand ils sont tous les 2 et qu'ils discutent tous les 2 au collège ou au lycée, je sais plus, ouais, on a l'impression de voir 2 jeunes, qui discutent entre eux, qui se draguent et tout. Non, c'est Aux toilettes aussi. oui, voilà, ouais. Non, il y a une vraie justesse dans la façon qu'ont les jeunes de jouer, je trouve, dans le jeu, dans le film. Et puis ouais, Tahar Rahim, je le trouve vraiment exceptionnel, moi, dans ce film. Il y en a plein qui avaient Extra. crié au génie dans Aznavour. Bon, moi, les performances, on va Ah dire, ouais, à non. imitation comme ça, je trouve ça bien, hein, mais ça me, voilà. C'était le parrain, Aznavour, hein. J'exagère un peu. Mais dans l'idée, oui, extraordinaire performance de Tahar Rahim, mais je peux te dire d'avance qu'il n'aura même pas de nomination au César, parce que ça, c'est un film qui va être boudé par les Ouais, Césars. On sait l'avance, évidemment. c'est Et c'est pas assez. grave. Non, non, c'est pas grave. Nous, on sait. J'espère que lui, il le sait, qu'il a donné quelque chose d'assez Oui. exceptionnel avec ce film. Et puis ouais, pour une fois, en fait, une transformation physique, je trouve, elle sert vraiment. Ah Enfin, bah là, oui. Oui, oui. et, Ah oui. C'est puis ouais, c'est non, clairement vous. Et puis ça colle parfaitement. En plus, mentalement, il s'est mis dans la peau. Hein. Tu vois, ça se sent, quoi. Et ah oui, c'est vrai que on peut finir là-dessus, mais il y a cette scène où il y a son dos qui craque, qui explose limite. Ouh, ouais, voilà, ça, c'est ça pour fait moi la scène du film qui peut vraiment te déranger en termes de ouais. body horror. Mais il n'y a pas de sang. Mais ouais, les bruitages, et puis bah ouais, la façon qu'il a crié, ouais, non. Et Ça me c'est rappelle, alors c'est rien à voir, mais quoique, peut-être. Alors je sais pas si tu l'as vu, mais c'était un épisode de Masters of Horror à l'époque, réalisé par John Carpenter qui s'appelait alors Cigarette Burns en version originale ou La fin absolue du monde. ouais, non, j'ai Il pas y avait cette vu. histoire d'ange là, avec où le corps souffrait beaucoup, les ailes arrachées et tout. Alors je sais pas, parce que du Ducournau, je pense qu'elle a beaucoup aimé le cinéma de Carpenter aussi plus jeune, donc peut-être qu'elle est. Mais ça, c'est dans le subconscient. On peut imaginer tous les artistes qui créent et tout. Dans le subconscient, les références, elles s'inscrivent sans que ce soit volontaire, bien sûr. C'est normal. C'est Ah oui, normal. non, là, on n'est pas devant du Damien Chazelle. Je veux dire, la Ah, référence, la référence, elle y est, mais elle en fait autre chose. Elle va beaucoup plus loin que ça. moi, Non, non, j'attends un là, film d'horreur de Damien Chazelle. Ça risque d'être particulier. oui, oui, bah ce sera soit du Carpenter, soit du Wes Craven. Mais J'ai quand même du mal à l'imaginer faire du Carpenter, Damien Chazelle. Mais je sais pas. J'ai du mal à me projeter. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais. En tout cas, c'était un plaisir de parler d'Alpha en ta compagnie. Voilà. Enfin, notre premier duo sur la 7ème illusion. Enfin. ouais, non, c'était très très bien. Puis ouais, pour un film vraiment bah, que je conseille vraiment, moi, hein. Vraiment pour le coup, je le conseille. Oui. Il va diviser, c'est déjà le cas, hein, mais il va diviser énormément. Et bah, c'est bien aussi les films qui divisent comme ça. Et tu Et sais pas donnez-lui sa quand. chance. Donnez-lui sa Ouais, non, chance. vraiment, donnez-lui sa chance. Moi, j'avais peur justement au niveau des retours. Mais maintenant, je commence aussi à me méfier, ouais, des retours cannois parce que j'ai l'impression qu'à Cannes, tu as 90% de chances de pas aimer un film si tu le vois pas en première séance de la journée, quoi. Donc, donc je me méfiais. Et ouais, j'ai pas du tout été déçu. Le film il m'a transporté dès le début. Même si ouais, j'étais perdu à des moments et c'est normal. Et c'est bien aussi. Ah bah, encore heureux. Le Et cinéma, si le jour où le cinéma ne nous perdra plus, c'est qu'on n'aimera plus le cinéma. c'est ça. Voilà. Il faut Ouais, non, accepter de puis lâcher prise. Voilà, parce que c'est pas facile, hein. Voilà. C'est pas facile, hein. Mais des fois, devant des œuvres, faut accepter de se dire, bon, bah là, j'ai pas tout pigé. Je sais pas ce qu'il veut nous dire, là, l'artiste, ouais, mais non, tu vois la fin, enfin la dernière scène, j'ai pas tout compris de la dernière scène, mais c'est c'est pas pas grave grave. en fait. Je m'en moque. Ce que j'ai ressenti, c'est le plus important. Et ouais, puis là, elle a fait un film qui est, moi je trouve, qui est très différent des deux autres. Et donc, même si ouais, il y a toujours ce rapport au corps, hein, de toute façon. Oui. Il y a toujours ce rapport au corps, mais elle va, je trouve qu'elle va beaucoup plus loin. Puis ouais, Et comme, la comme on famille. l'a, Le ouais, corps, la voilà. famille. Mais elle va encore plus loin, ouais, dans le traitement de la famille, dans la souffrance de la famille.
Et puis là, elle parle vraiment de deux générations différentes, je trouve, avec toutes ces temporalités, tous ces changements, et ouais, c'est vraiment, je trouve ça vraiment passionnant comme film. En tout cas, oui, moi je te rejoins là-dessus. Et voyez donc Alpha en salle en espérant que ce soit bien distribué près de chez vous. Bon, il a l'air d'être un point mieux distribué que Valeurs sentimentales de Joachim Trier, donc, dont, à mon avis, bientôt, vous allez entendre parler aussi sur la télévision. Il y a des chances. Et ne les enchaînez pas à la suite, je pense pas que ce soit la meilleure idée. Nous, on a Ouais, refusé de non. le faire. Je connais Ouais, ouais, quelqu'un dans non. la team qui l'a fait. Hein, voilà. Il ne dira pas de nom. Hein. Ouais, Il non, dira pas de vu la surcharge émotionnelle nom. puis même mentale qui est Alpha, j'ai bien fait d'annuler d'annuler Valeur sentimentale derrière, parce qu'honnêtement, je sais pas si j'aurais pas pu savourer les deux films, je pense. Donc, ouais, ouais, non. Prenez votre temps, parce que j'ai pas encore vu Valeur sentimentale, mais en tout cas, Alpha, c'est un gros morceau quand même. Donc, prenez votre temps. Oui. Voilà, on n'est pas sur Grave. Grave, c'était violent, mais c'était quand même plus, on va dire, au niveau des thématiques, c'était plus simple, plus court aussi. Là, là, il y a beaucoup de thèmes, hein. Elle a mis beaucoup de choses dans le film quand même. Ah, mais c'est ça qu'on aime aussi. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous dire, bah, surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, que vous ayez détesté, adoré, ou si vous savez pas trop. Hein. Même si vous savez pas trop, n'hésitez pas. Et bah, il ne nous reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour d'autres aventures, en espérant que votre rentrée va bien se passer aussi, parce que ça approche hein, pour celles et ceux qui ont des vacances estivales. Là. Et à la prochaine, du coup. Ciao, ciao. Ciao!